Salut à tous, bienvenue sur un autre podcast de cinéma. Je m'appelle Simon et aujourd'hui je poursuis mes épisodes couvrant la trilogie originale de Star Wars avec ni plus ni moins que l'épisode 5, The Empire Strikes Back. Pour le besoin d'épisode, je vais faire référence à ce titre qui est vraiment trop long en étant seulement Empire. Vous avez peut-être remarqué une formule différente pour l'épisode précédent sur A New Hope, l'épisode 4. J'aime changer la formule et essayer de nouvelles approches. Et c'est pour cela que on avait avec nous Jeff Bérard du Space Trash Show, qui a été super généreux et nous a donné un épisode super intéressant. Et en plus de nous apporter des objets super cool, je n'ai jamais été aussi proche de tenir un véritable sabre laser dans les mains. Donc, juste un petit rappel que, évidemment, l'épisode existe en audio, mais aussi disponible sur YouTube en vidéo. Je tenais aussi à couvrir le second film, The Empire Strikes Back, parce que, mine de rien, il reste encore beaucoup de choses à dire sur la trilogie originelle, et pour plusieurs personnes, Empire reste le meilleur épisode de la franchise au complet. Tant qu'à faire, je vous dévoile un scoop. Au prochain épisode, on va couvrir Return of the Jedi. Mais bref, il y avait plein de choses à dire sur Star Wars et le développement de la franchise était encore à faire. Je vais vous expliquer tout ça, mais pour commencer, il faut retourner juste après la sortie de A New Hope. Avec le succès évident de Star Wars, une suite était très facile à prévoir. En plus du succès en salle, la marchandise Star Wars va commencer à débarquer sur les tablettes et connaître elle aussi un succès monstre. Par contre, comme personne n'avait prévu que le film connaîtrait un tel impact, les jouets ne furent pas disponibles pour le premier Noël suivant l'épisode 4. Dommage. Bref, le succès du film et des produits dérivés va pouvoir donner à Lucas deux choses, la richesse et une attention positive du public. Par contre, le soutien financier se montre maintenant un peu plus frileux par peur que le budget va exploser hors de contrôle pendant la production. Lucas avait gagné sa part de profit avec le premier film, qui est estimé à environ une douzaine de millions, rien de moins en 1977. Il n'avait pas besoin de travailler pour subvenir à ses besoins, mettons, là. Fait qu'il va quand même se lancer dans un sequel parce qu'il était tout simplement dans un élan créatif et désirait poursuivre l'étendue de son space opera. Toutefois, il va venir à la conclusion qu'il doit dépasser la portée du premier film et donc faire une plus grosse production. À l'époque, sa compagnie d'effets spéciaux, on le rappelle, est un petit bureau. Fait que Lucas va d'abord songer à vendre toute la patente à Fox en échange de pourcentage de profit par la suite. Par contre, l'idée de prendre son pourcentage, retourner à la maison et ne plus penser à Star Wars ne fit pas long feu. Ce qui est quand même drôle de penser, puisque c'est ça qu'il va faire avec Disney de nombreuses années plus tard. Pour en revenir à 1977, c'est là que Lucas fait le move audacieux de s'auto-financer pour le deuxième film. Une partie des profits du premier film va servir à l'expansion de Industrial Light and Magic, sa compagnie d'effets spéciaux, et il va aller chercher un prêt pour financer le reste de la production. Il va réussir à sécuriser un prêt de la part des banques au montant de 25 millions de dollars, un petit prêt. Quand je dis que Lucas a été audacieux, c'est qu'il a aussi bien joué ses cartes au jeu des grands studios. Avec le financement de son projet, il devait quand même signer avec Fox, et heureusement pour lui, les studios ne croyaient pas trop à son projet, mis à part un certain exécutif de Fox du nom de Alan Ladd Jr. Petit recap sur Alan Ladd Jr., c'est lui qui croyait au projet de Lucas et qui avait fait des pieds et des mains pour empêcher Fox d'arrêter la production de A New Hope. Sa foi en George Lucas s'est avérée fondée quand on connaît le succès et l'ampleur de Star Wars aujourd'hui. Petite parenthèse aussi, Alan Ladd Jr., c'est à lui qu'on doit Alien. Bref, Fox ne croyait pas trop au projet et avait laissé les droits à Lucas sur la merch et les suites potentielles au départ. Grosse erreur pour Fox, mais bonne nouvelle pour Lucas. Faut dire que maintenant que la Fox savait que Star Wars était un hit, ils ont signé le contrat de 100 pages le 21 septembre 1977. Le contrat stipule que la Fox allait distribuer le film sans contribution créative en échange de 50% des profits sur le premier 20 millions. Un pourcentage allant jusqu'à 77,5% si les profits atteignent 100 millions. Le tournage devait donc commencer en janvier 1979 avec une sortie prévue pour le 1er mai 1980. Si le film réussit, c'est un succès financier pour Lucas.
Si le film échoue, Lucas risque sa ruine. Après la signature, Lucas se met au travail dans ses bureaux pour la suite. Au fur et à mesure qu'il écrit, il reçoit les illustrations de Ralph McQuarrie et Joe Johnston. On va en parler un peu plus tard de ces deux-là, mais ils sont beaucoup impliqués dans tout le côté artistique et visuel de l'univers de Star Wars. Le script est donc écrit en parallèle avec la direction artistique. Le casting va également revenir pour le deuxième film. Cette fois, Lucas va avoir une histoire qui se concentre plus sur les émotions des personnages et qui sera un peu plus sombre. Fun fact, j'ai appris que Lucas n'aime pas développer le lore d'un univers original. Assez surprenant du créateur de Star Wars. George va engager Light Brackett, qui a notamment écrit le western Rio Bravo avec John Wayne. Elle et Lucas vont écrire la première version de Empire Strikes Back et en février 1978, la première version va être achevée. Cette version avait déjà la cité dans les nuages, la poursuite à travers les astéroïdes, la bataille de Hoth et même le triangle amoureux entre le trio Luke, Han et Leia. Certains éléments étaient différents, comme le père de Luke qui apparaît en fantôme, la sœur de Luke qui n'était pas Leia, le beau-père de Han Solo ou encore Lando qui se révèle être un clone de la fameuse guerre des clones. Lucas va faire ses notes, mais malheureusement, Brackett, qui souffrait d'un cancer, a été hospitalisé et va décéder en mars de la même année. Lucas va reprendre la réécriture, mais toutefois, il est à la recherche d'un nouveau complice. Il va trouver l'aide qu'il cherchait avec Lawrence Kasdan, que Lucas avait déjà engagé pour écrire Raiders of the Lost Ark. Dans les mois suivants, Lucas et Kasdan vont renforcer le scénario et mijoter une des plus grosses plot twists de l'histoire du cinéma. Ils avaient le désir de ne pas faire une suite typique. Empire serait une progression. Évidemment, ça vient avec de nouveaux personnages. Yoda est probablement un des personnages les plus emblématiques des trilogies de Lucas. À ses yeux, le personnage de Luke doit aussi apprendre à respecter tous les êtres et prêter attention aux plus pauvres. C'est pour ça que Yoda est un vieil ermite qui s'habille en guenille. Qui l'aurait cru? Côté réalisation, Lucas est trop occupé avec le travail de scénariste et de producteur, en plus d'être encore traumatisé de l'expérience de réaliser le premier film. Il va donc décider de donner le mandat de réalisateur à quelqu'un d'autre. Il cherche quelqu'un qui n'est pas cynique par rapport au matériel et qui est rapide. On se souvient que c'est quand même Lucas qui paye, pas question de perdre de temps. Mais surtout, il veut quelqu'un qui va comprendre que c'est Lucas qui est en contrôle. Lucas offre le mandat à Irvin Kershner. Irvin roulait sa bosse hors des grosses productions. Les deux se connaissaient pour avoir été à l'université ensemble. Kershner va se montrer récalcitrant au départ, se disant qu'un deuxième film ne pourra jamais être aussi bon. Son agent qui va le convaincre qu'il ne pouvait pas refuser une offre pareille. On connaît maintenant le résultat, mais pendant le tournage, Lucas et le producteur Gary Kurtz pensaient qu'ils allaient regretter leur choix. Kershner était trop long pour les producteurs. Il avait aussi la fâcheuse habitude d'improviser ou de demander aux acteurs d'improviser. Le cauchemar de tout producteur. Un bon exemple du type d'approche de Kershner, la fameuse réplique de Han Solo à la princesse Leia avant d'être congelée dans la carbonite. I love you. I know. Kershner était ravi de la réplique, au contraire de Lucas qui était horrifié. Il faut savoir que Lucas considère qu'il connaît ses personnages de fond en comble et pour lui, Han Solo n'aurait jamais dit ça. Tu vois que le gars peut être gossant pareil, là. Mais Kershner a tenu à garder la dernière prise et pendant l'audience test, le public a adoré et c'est maintenant une réplique culte de la trilogie originelle. Un bon exemple de comment Kershner a pu s'imposer avec Empire Strikes Back, mais par contre, la vraie histoire, c'est qu'il y a eu comme une centaine de prises, puis Harrison Ford commençait à en avoir plein de cul. C'était la dernière shot avant d'aller manger, il a sorti « I know », puis c'est comme ça que c'est devenu la réplique culte qu'on connaît aujourd'hui. Kershner va commencer la pré-production du film en 1978, plus précisément au début de 1978. Il aurait voulu avoir 2 ans pour travailler sur le film, il va plutôt recevoir la moitié. Un des premiers défis était de trouver un endroit pour représenter Hoth, la planète de glace. L'équipe de production a d'abord regardé pour la Finlande, la Suède et même le cercle arctique. Finalement, c'est un employé de Fox qui on crédite la recommandation de Finns en Norvège. Pour la planète d'Agoba, les repéreurs sont allés en Amérique du Sud, en Afrique et même en Scandinavie.
que Lucas voulait éviter de tourner sur place, probablement pour des raisons de contrainte, mais il va faire construire un décor de Dagobah à Elstree Studios à Londres. Fait que les décors de la base rebelle vont également être construits là-bas. Et fun fact, la production de Empire Strikes Back partageait le studio avec la production de The Shining. Donc, suite à un incendie du Stage 3 qui a détruit les décors de Shining, la production de Empire ont dû redonner de la place à Shining dans les studios. Puis apparemment que Kubrick en a profité pour repenser son film, ce qui a causé encore plus de délais pour Shining avant de libérer la place à Empire. Le tournage commence donc officiellement le 5 mars 1979 en Norvège. Selon Gary Kurtz, le producteur du film, le premier défi était de filmer le froid, chose qui n'est simplement pas possible à faire seulement visuellement. Ils ont dû amplifier l'effet avec la trame sonore et le travail de Ben Burtt, qui est le sound designer sur Empire Strikes Back. C'est aussi lui qui va se promener à travers les États-Unis pour capturer des sons pour recréer soit les bruits de Tauntaun ou sinon recréer les ambiances sonores de tous les décors, que ce Dagobah, Hoth ou La Cité dans les étoiles. Fait que gros shout-out à Ben Burtt qui a fait un travail phénoménal. On en reparlera peut-être pas tant que ça dans l'épisode, mais essentiellement son travail c'est de trouver des bruits. Fait qu'il se promène partout. Puis si t'écoutes la piste de commentaires avec le Blu-ray de Empire Strikes Back, essentiellement à chaque fois qu'il intervient, c'est de dire que bon, tu sais, fallait créer l'ambiance, fallait trouver des sons. Fait que c'est ça qu'il a fait. Mais je lève quand même mon chapeau parce que son travail est phénoménal, mais c'est peut-être un petit peu moins facile à rendre sur un épisode. Bref, malgré les vents de 64 km/h en Norvège, la neige ne paraît pas très bien à l'écran. Ils ont donc dû faire venir des machines à vent, ce qu'on appelle aussi en bon québécois des crises de grosses fans. Puis malgré tout ça, ça ne paraît pas si bien à l'écran selon Kurtz. Tu vois, c'est quand même un gars rigoureux. Puis c'est quand même trop froid pour C3PO et R2D2 qui devront rester au studio. Puis là, on parle pas des robots, on parle carrément du monde qui interagissent dans ces costumes-là. Il faut savoir que les scènes sur Hoth sont tournées dans un secteur qui connaît à ce moment-là le pire hiver à un demi-siècle. On parle de vents de 64 km/h, des températures entre moins 32 et moins 39. Une petite journée de janvier comme dans le temps, autrement dit. Apparemment que la météo s'est éclaircie seulement 2 fois et certaines journées étaient si intenses que le tournage était simplement impossible. Les conditions météo donnaient beaucoup de problèmes. Le froid rendait la pellicule trop fragile, les lentilles des caméras gelaient, la neige s'accumulait dans les équipements et j'en passe. La production a dû faire preuve d'ingéniosité pour pallier à tous ces problèmes-là. Puis si on doit sortir un peu de positif de ce moment, paraîtrait que les conditions difficiles ont créé une forte camaraderie entre l'équipe de production. C'est déjà ça. Mais comme si c'était pas tout, il y a aussi eu des avalanches qui bloquaient les transports. Les tranchées que l'équipe creusait étaient souvent à refaire parce qu'elles étaient rapidement ensevelies de neige. Parfois, on filmait simplement à l'extérieur de l'hôtel parce que les conditions étaient tellement dégueulasses que simplement sortir de l'hôtel, tu avais tous les décors que tu voulais. Puis pour tenter de répondre un peu de temps, Carrie Fisher et Harrison Ford vont rejoindre la Norvège, malgré qu'il n'était pas prévu qu'ils tournent des scènes là-bas. Puis fun fact, c'est la seconde unité de tournage qui va compléter le tournage au mois de mars. Comme les acteurs principaux avaient déjà quitté la Norvège, c'est des sauveteurs alpins qui vont faire les extras qui vont compléter le tournage de la bataille sur Hoth. Puis leur travail a été compensé par un don à la Croix-Rouge norvégienne. L'équipe commence à tourner en Angleterre au Elstree Studio le 13 mars 1979. Lorsqu'elle est arrivée de Norvège, il y avait la moitié des images prévues. La deuxième équipe qui devait être là-bas pour seulement 3 semaines va y avoir resté 8 semaines. Les images de background pour des shots d'effets spéciaux étaient inégaux et avec tout ça, le budget de Empire a augmenté de 22 millions dû au délai et au travail pour refaire les scènes pour compenser le manque d'images. Ça devait pas être joyeux dans le bureau de George Lucas. Fait que là, on se dit que ça pourrait pas être pire que le tournage en Norvège. Le tournage va être infernal. Carrie Fisher va souffrir de l'influenza et de bronchite. Son poids va descendre à 85 livres. Elle ne s'empêchera pas de travailler par contre 12 heures par jour, malgré quelques moments d'évanouissement, juste ça, et une allergie au maquillage. Là-dessus, il faut rajouter de l'anxiété, du stress, un abus d'hallucinogènes et d'antidouleurs. Mark Hamill, de son côté, n'a pas la vie facile avec le tournage des scènes sur Dagobah. On se souvient que Yoda est juste une marionnette, donc toutes les scènes qui étaient tournées sur Dagobah ont été faites en isolation avec l'équipe technique.
En plus des conditions aliénantes de jouer devant une marionnette, il devait aussi composer avec un décor recouvert d'huile minérale qui le rendait très inconfortable. C'est un point que le décor vous rend malade. Les représentants de la Bank of America sont venus visiter le studio en fin mars parce qu'ils étaient très inquiets des coûts qui n'arrêtaient pas de monter. Lucas lui-même, qui visitait rarement le plateau, est débarqué au mois de mai quand il s'est rendu compte que la production était derrière le calendrier et over budget, un gros red flag pour n'importe qui produit quelque chose. Les choses allaient de plus en plus mal. Kurtz et Lucas ont estimé qu'il manquait entre 25 et 28 millions pour compléter le tournage. Les finances ont été coupées en mi-juillet quand la Bank of America a refusé d'augmenter le prêt. Toute cette crise a été gardée secrète du reste de l'équipe, même Kirshner. Lucas et Kurtz ont dû trouver des solutions pour étirer le plus possible la faillite. Lucas avait très peur que Fox l'oblige à vendre Empire et ses droits pour compléter la production. Fox menaçait d'ailleurs de racheter le film et compléter le tournage sans le contrôle créatif de Lucas. Finalement, Lucasfilm va réussir à sécuriser un nouveau prêt avec la Bank of Boston et un accord avec Fox pour un plus grand pourcentage des revenus des cinémas et un 10% sur la merch. Le tournage va poursuivre au studio avec le stage de Star Wars qui va être complété début mai. Trop petit pour abriter le hangar des rebelles et les décors de Dagobah, il va devoir être extensionné. À ce stade, les producteurs exigeaient que le stage soit prêt pour le 18 mai, peu importe s'il était complété ou pas. Même si tout était prêt, la production n'a pas été de tout repos pour autant. Le réalisateur de la deuxième unité, qui était aussi production designer sur le premier Star Wars, décède d'une méningite en fin mai. Dans un contexte normal, la seconde unité s'occupe des prises pour les effets spéciaux qui sont généralement longues à tourner et n'ont pas besoin du cast principal. Par contre, pour Empire, la seconde unité tournait maintenant des scènes principales. La situation entre Kirshner et Hamill s'envenimait aussi. Le réalisateur lui donnait trop de marge de manœuvre et lui demandait d'improviser. Kirshner se défendait en prétendant que Hamill ne suivait pas ses conseils, que le tournage va se poursuivre et les décors vont s'enchaîner, Faucon Millenium à la planète Dagobah, jusqu'aux scènes dans la cité d'Espin. Fun fact, paraîtrait que le faible éclairage et la vapeur dans la scène où Han Solo se fait congeler dans la carbonite servait à cacher les parties du décor manquant. Puis un autre fun fact, les fog machines et la chaleur provenant de la vapeur ont rendu beaucoup de personnes malades sur le plateau. On pense entre autres à l'acteur qui fait Chewbacca, qui est dans un gros costume de chien. On remarque que c'est quelque chose qui se répète aussi, là, que le monde qui tombe malade sur ce tournage-là. C'est sans surprise qu'on apprend que le moral de l'équipe était bas après quelques semaines. La plupart du cast a fini de tourner en début août. Hamill, lui, va rester encore pendant quelques semaines pour tourner les scènes de Dagobah avec Yoda. Ils ont réécrit quelques scènes pour limiter le tournage restant à 12 jours. Gary Kurtz se fait remplacer à ce moment-là. Lucas commençait à être tanné, puis il va un petit peu le blâmer pour toutes les défaillances qu'il y a eu côté production. Avec plus de 50 jours de tournage en retard, on comprend qu'on a décidé de donner le mandat de producteur à quelqu'un d'autre. Hamill va avoir complété le 5 septembre après 133 journées de tournage sa partie du film. Kirshner et la deuxième unité vont rester pour tourner quelques images manquantes, comme le X-Wing qui sort du marais. Et Kirshner aussi finit le 9 septembre et la deuxième unité complète le tournage avec le double de Hamill le 24 septembre. Donc au total, on compte 400 000 pieds de film, de pellicule, ce qui équivaudrait à 80 heures de footage. Le budget final aurait atteint 30,5 millions. Gary Kurtz a blâmé l'inflation qui aurait augmenté les coûts de façon significative. On se rend compte que c'est pas juste en 2024 qu'on parle d'inflation. Lucas, lui, avait une autre opinion par contre. Pour lui, Kurtz était responsable du dépassement des coûts. Il manquait de vision et avait une organisation financière assez médiocre. Ils avaient aussi de la misère à travailler avec Kirshner et amadouer ses caprices de réalisateur. Fait que même si on les entend souvent dire qu'il donnait de la marge de manœuvre à Kirshner, semble-t-il que Lucas n'aimait pas tant sa façon de travailler. Là. Celui-ci avait une approche très lente par rapport au rythme de travail. Puis on se souvient que le scénario de rêve pour un producteur, c'est un bon réalisateur qui sait ce qu'il a besoin et travaille vite et bien. Pas vraiment le même profil.
Même si Kushner était bon, Lucas gardait quelques frustrations, comme le manque de coverage avec Kushner. Le coverage, ça, c'est généralement une porte de secours en montage pour éviter les reshoots. En bref, on va parfois avoir une master shot sans coupure et sans changement de caméra, puis on va ensuite tourner les angles nécessaires et peut-être un ou deux backups. Bref, clairement, Lucas a sacré en montage parce qu'il lui manquait souvent des images. On sait aujourd'hui que Empire a été un franc succès et est même vu par certains comme le meilleur épisode de toute la franchise. Cependant, la production a été de nouveau un cauchemar pour Lucas et finançant lui-même son film, on comprend facilement pourquoi. Avec la production qui s'est étirée aussi longtemps, le montage a dû prendre place simultanément avec le tournage. Les images tournées étaient directement envoyées à Industrial Light and Magic, ILM, pour qu'ils commencent à travailler sur les effets. Une première rough cut, ce qui est essentiellement les scènes mises une à la suite de l'autre, mais sans habillage visuel ou sonore, a été assemblée vers la mi-octobre 1979. Apparemment que Lucas avait 31 pages de notes à propos de changements qu'il voulait, qui étaient principalement des changements dans les dialogues et dans la longueur des scènes. James Earl Jones, la fameuse voix de Darth Vader, a enregistré ces dialogues quelque part entre la fin de 79 et début 80. Début 80 aussi, Lucas change l'introduction du film pour le fameux plan du Star Destroyer qui lance les drones. Il va continuer à faire des changements aux grandes dames de ILM qui travaillent jour et nuit pour répondre aux demandes de Lucas. Les exécutifs chez Fox n'ont pas vu de cut avant le mois de mars. Le même mois, Lucas décide qu'il veut une scène additionnelle sur Hot. La cote finale de 124 minutes est complétée le 16 avril 1980. Les premières projections tests sont tenues à San Francisco le 19 avril, fait que 3 jours après. Puis juste après la sortie théâtrale, Lucas décide que la fin est pas assez claire. On se souvient qu'à cette époque, les films avaient une sorte de sortie limitée avant d'avoir une sortie plus étendue. Lucas va donc profiter du délai pour travailler avec Joe Johnston et l'artiste d'effets visuels Ken Ralston, avec lesquels il va utiliser des images déjà tournées, une nouvelle bande sonore, des dialogues modifiés et de nouvelles miniatures pour créer des images de la flotte rebelle et leur position relative dans l'espace. Puis fun fact, par la fin du film, on estime à 700 personnes différentes qui auraient travaillé sur le projet. Évidemment, de ces 700-là, il y avait beaucoup de gens pour Industrial Light and Magic, la compagnie de Lucas. Le recrutement d'artistes d'effets visuels va commencer vers la fin de 1977 et moins de 20 personnes auraient suivi le déménagement de ILM à San Rafael, en Californie. Parmi ce petit groupe se trouvent par contre des personnes clés au développement de ILM, mais aussi des effets spéciaux en général dans le cinéma. Richard Edlund et Dennis Muren, respectivement superviseurs des effets spéciaux et directeurs de photographie pour les effets visuels, les deux vont faire carrière à ILM et participer à la création de nouvelles caméras, nouvelles techniques, imprimantes à compositing ou autrement dit des imprimantes qui servent à insérer des effets spéciaux sur la pellicule. Dennis Muren en particulier a toute une feuille de route. En plus d'avoir été en charge des effets spéciaux sur le premier Star Wars, et faites pas d'erreur là-dessus, Star Wars à l'époque, c'était révolutionnaire. Dennis va aussi participer à d'autres révolutions en effets spéciaux quand il va travailler sur The Abyss, Terminator 2 et Jurassic Park. C'est comme la sainte trinité de la naissance du CGI tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le producteur Gary Kurtz va également s'occuper d'engager des artistes qui vont laisser leur marque sur Star Wars et les futurs films de ILM. On parle du production designer Norman Reynolds, surtout connu pour son travail sur Star Wars et Indiana Jones. John Barry, qui va malheureusement décéder pendant le tournage de Empire, mais qui avait travaillé entre autres sur les premiers Superman, ainsi que sur un petit film méconnu d'un certain Stanley Kubrick qui s'appelle Clockwork Orange. Parlant de Kubrick, Stuart Freeborn, lui aussi engagé par Kurtz, est responsable des maquillages. Il a travaillé entre autres sur les fameux maquillages de singes de 2001 Odyssée de l'espace. Il a fait des petits films comme Superman 1, 2 et 3 et Star Wars 4, 5, 6, évidemment 2001 Space Odyssey, sans oublier le Dr. Strangelove. Il a même fait dans l'horreur avec un vieux classique des années 70, The Omen. Bref, ces gens-là vont finir par avoir, si ce n'est pas déjà le cas, une carrière florissante et c'est indéniable aujourd'hui l'influence de Industrial Light and Magic sur les effets spéciaux et le CGI tel qu'on le connaît. Et tout est parti de Star Wars évidemment. Je ne pouvais pas faire l'épisode sans donner le plus de crédit possible à cette merveilleuse équipe.
Pour en revenir au film, mais cette fois-ci du côté conception, Lucas va ramener les artistes Ralph McQuarrie et Joe Johnston pour garder une continuité visuelle. Juste un petit recap sur Ralph McQuarrie, c'est l'artiste qui a réalisé les concept art pour que Lucas puisse vendre Star Wars au studio. Et en fait, plus que ça, le visuel de la plupart des personnages et des décors sont en fait son travail. Évidemment, il travaillait sur les directives de George Lucas qui lui disait ce qu'il désirait voir, mais la conceptualisation de l'univers de Star Wars, même si c'est un travail collaboratif, en doit beaucoup à McQuarrie. Joe Johnston, de son côté, est un cas particulier. Il a commencé sa carrière avec Star Wars comme concept artist et technicien en effets spéciaux. On lui doit entre autres le design de Boba Fett dans Empire et le design du fameux AT-AT. Il va passer à la réalisation vers la fin des années 80 et il va réaliser de nombreux films. Pour nommer ses plus notoires, Jumanji avec Robin Williams, Jurassic Park 3, The Wolfman qu'on a déjà couvert au podcast et Captain America The First Avenger. Peut-être pas un grand réalisateur, mais une carrière très bien remplie. Pour en revenir à Empire, Lucas, McQuarrie et Johnston réunis, ils vont procéder à la conceptualisation de Hoth et de sa fameuse bataille. Dernier artiste que je veux name drop ici, c'est Phil Tippett, responsable du stop motion pour Empire. Il va travailler par la suite sur Return of the Jedi et Robocop pour nommer que ceux-là. Il a eu le titre de superviseur des dinosaures pour Jurassic Park. Au départ, les dinosaures devaient être faits en Go Motion, la variante de stop motion que Tippett a perfectionné. Mais les plans ont changé lorsque Dennis Muren, qu'on vient de nommer, et son équipe de ILM ont montré qu'ils pouvaient animer les dinosaures à l'ordinateur. Spielberg a quand même gardé Tippett comme consultant étant donné son expérience en animation. Que Tippett va aussi s'occuper des effets spéciaux pour Starship Troopers et ses fameuses scènes de bataille contre les arachnoïdes. Bref, encore une fois, l'équipe de ILM est allée chercher le top de la crème. The cream of the crop! Fun fact, le studio de ILM à San Rafael, un coup construit et bien installé, va accueillir autour d'une centaine de personnes travaillant parfois 15 heures par jour. Le travail sur le film va créer autour de 600 plans avec effets visuels versus les 360 plans de A New Hope. Autre fun fact, ILM va avoir englouti 8 millions sur les 30,5 millions de budget de Empire Strikes Back. Le film va donc sortir officiellement le 20 mai à Odeon Leicester Square à Londres. L'événement va prendre le nom de Empire Day. Pour l'occasion, des Stormtroopers en costume vont se promener dans la ville. Faut croire que les cosplays de Star Wars font partie de son histoire depuis le tout début. En Amérique du Nord, le film va sortir dans la semaine du 21 mai et va profiter d'une longue fin de semaine pour le Memorial Day aux États-Unis. Il va rapporter près de 10 millions dans sa première semaine, ce qui était déjà plus que le premier Star Wars. Fun fact, c'est en 1978, suite à une fuite dans The Hollywood Reporter, que le titre épisode 5 de Empire Strikes Back a été officiellement annoncé. Star Wars a été renommé épisode 4 A New Hope à ce moment-là. Donc c'était dans les plans de Lucas depuis le début, mais c'est vraiment à partir de la suite qui va intégrer les numéros d'épisodes, bref. Pour en revenir au box-office, Empire a remporté près de 200 millions avec sa sortie nord-américaine. Malgré qu'il a remporté moins que les 221 millions de A New Hope, Empire va être considéré comme un succès financier. On estime à 120 millions le retour au créateur. George Lucas a réussi son pari et repayé ses dettes. Fun fact qu'il aurait payé un total de 5 millions en bonus à ses employés. Côté critique, pour faire changement, le film a connu un accueil mitigé. Contrairement à la réception positive de Star Wars, paraîtrait que les fans n'ont pas aimé tant que ça l'épisode 5. Le changement de ton et les surprises narratives n'auraient pas plu aux fans. Les critiques furent principalement sévères sur la réalisation, alors que plusieurs ont reproché à Keshner de ne pas avoir su imposer son regard sur le film et qu'on sentait Lucas tirer les ficelles derrière. Les accolades, par contre, sont pour la plupart axées sur le visuel, soit la direction photo et les effets spéciaux. C'est drôle de se dire qu'aujourd'hui, The Empire Strikes Back est souvent considéré comme le meilleur Star Wars. Sa célèbre plot twist a marqué au fer rouge de cinéma. 40 ans plus tard, la fameuse réplique « I am your father » est toujours aussi iconique. Empire est considéré comme un modèle à suivre pour une suite avec Aliens et T2. Le ton sombre qui était critiqué est maintenant apprécié, comme quoi le temps réhabilite souvent les œuvres du cinéma. Là-dessus, il est temps de se rendre sur Hoth.
Le film commence sur le générique d'ouverture habituel avec l'épisode 5. Fun fact, c'est la première fois, comme je disais tantôt, qu'on laisse George Lucas mettre un numéro d'épisode. Le studio trouvait ça weird pour le premier film. Qu'on apprend que les rebelles ont été pourchassés après la destruction de l'Étoile de la Mort dans le premier film et qu'ils se sont installés sur Hoth. Darth Vader, qui est obsédé à retrouver Luke Skywalker, envoie des drones partout dans la galaxie à sa recherche. La caméra s'enchaîne sur un Star Destroyer qui balance des drones. L'un d'eux finira sur une planète de glace, évidemment Hoth. Et on voit alors notre héros Luke qui chevauche un Tauntaun. Bel petit exemple de stop motion avec le Tauntaun ici. Là. Heureusement que le plan dure à peine une seconde, parce que bien que le stop motion est une technique qui vieillit plutôt mal avec l'évolution des effets spéciaux, faut aussi dire que c'est pas un acteur évidemment que sur le stop motion, c'est une petite figurine, donc ça passe vite, qu'on n'aperçoit pas trop de tours, mettons. Fait que, apparemment que rendu au tournage, un peu comme Bruce le requin dans Jaws, rien ne fonctionnait dans la neige avec le Tauntaun. Là, on parle évidemment de la version animatronique, la version grandeur nature. Remarquez comment on a judicieusement évité de le montrer aussi à l'écran. Bref, malheureusement pour Luke et sa monture, ils se font attaquer par le Yeti. Luke est jeté par terre inconscient alors que Han Solo, qui faisait lui aussi une ronde, retourne à la base. Pour Empire, on a voulu mettre un peu plus d'humour sans tomber dans la comédie. Fait que les interactions entre Han qui demande à Chewie si les réparations avancent sont un bon exemple. Han Solo fait ses adieux au général parce que la rébellion, il n'y a pas juste ça à faire, lui. Leia et Han ont un échange un peu tendu. Leia veut qu'il reste, mais Han insinue qu'elle veut qu'il reste pour d'autres raisons. Clin d'œil, clin d'œil. Ça fait partie d'un autre ajout que Kitchener voulait apporter à Star Wars avec un peu plus de, ouvrez les guillemets, romance, fermez les guillemets. Han finit par essayer de réparer le Faucon Millennium pour pouvoir crisser son camp en bon québécois, mais il se fait dire que Luke n'est toujours pas revenu par C-3PO et il part à sa recherche. Selon Kitchener, C-3PO, c'est aussi un comic relief dans Empire. C'est pour ça que son rôle est moins important par rapport à l'histoire qui se déroule en tant que tel, mais qui est quand même important comme personnage, qui interagit souvent, mais plus souvent qu'autrement, pour être le comic relief dans les scènes. On revient à Luke qui est suspendu par les pieds dans la grotte glacée du Yeti qui dévore son Tauntaun. Paraîtrait qu'en tournage, l'équipe avait beaucoup de problèmes avec le costume, là, puis c'est vraiment post-prod que tout a été corrigé là, avec un essor de judicieux plans et un petit peu de magie de cinéma. Pour en revenir à Luke, comment il a fini de même, on sait pas. Heureusement, on est dans un film et son sabre laser est juste à côté de lui. Il va le saisir par la force et réussir à se libérer et trancher un bras au Yeti au passage pour s'enfuir dans le blizzard à l'extérieur. Je sais pas si c'était le meilleur plan parce qu'il y a vraiment fuck all dehors sauf une tempête de neige. Par contre, Han est là et essaie de le retrouver sur le dos d'un Tauntaun encore une fois. D'ailleurs, un autre moment de stop motion ici alors que Han recherche Luke. Pendant ce temps, dans la base rebelle, R2-D2 s'inquiète pour ses amis. Selon le réalisateur, c'est une touche qu'il voulait donner au film. Chaque personnage, même les robots, devront afficher plus d'émotion. Comme de fait, R2 avait raison de s'inquiéter alors que Luke s'écroule au milieu de la tempête et c'est à ce moment qu'il va entendre la voix de Obi-Wan. Ben, you will go to the Dagobah system. Dagobah system. Le Force Ghost de Obi-Wan s'efface alors que Han Solo apparaît juste au bon moment pour sauver Luke. Apparemment que ce moment trop scripté a tué le Tauntaun, mais Han Solo est un gars débrouillard et il va utiliser le sabre laser de Luke pour ouvrir le Tauntaun et s'abriter dedans. Rien de plus chaud et douillet en pleine tempête que les viscères de ta monture. Le lendemain, les troupes rebelles retrouvent Luke à bord de leur speeder. Paraîtrait que c'était particulièrement dur de faire des effets sur ces plans-là parce que c'est pratiquement filmé du blanc sur du fond blanc. Les deux amis sont sauvés et Luke est soigné dans une tank d'eau. Tu sais le modèle où tu flottes dedans, tu respires dans un appareil, là? Paraîtrait que Mark Hamill a failli mourir pendant le tournage parce que la tank a éclaté à cause d'un éclairage utilisé directement sur la tank qui est en vitre. Là. Fait que ça l'a chauffé à un point où le verre a éclaté et Mark est passé près de se manger des morceaux de verre en pleine gueule. On a droit à d'autres chicanes de Leia et Han qui veulent pas s'admettre qu'ils ont des sentiments un pour l'autre. Petit problème qui survient, les rebelles ont capté un signal bizarre. Han va trouver un drone à l'extérieur qu'il va descendre à coups de pistolet laser. Les rebelles se rendent compte que l'Empire les ont trouvés. On voit des belles prises de vaisseaux impériaux, toujours plus imposants et menaçants.
À l'intérieur, Darth Vader sent la présence de Luke sur Hoth et va ordonner qu'on s'y rende. Je trouve ça drôle de voir comment les officiers de l'Empire ont trouvé des signes de vie sur une planète qui est pas censée en avoir et se disent « Mais c'est sûrement rien ». On voit que c'est pas les pogos les plus DG de la boîte. Sur Hoth, la défense se met en branle. On se rend compte que la princesse Leia mesure 3 pieds 2 quand elle explique le plan de défense sur Hoth. Fun fact, Carrie Fisher mesurait en fait 5 pieds 1, ce qui l'empêchait pas de prendre de la place avec sa personnalité. Mais on voit très bien quand elle est entourée de personnes dans les scènes qu'elle est pas très grande. Paraîtrait aussi que Carrie Fisher avait aucune idée de ce qu'elle racontait en tournant cette scène-là. Pour elle, c'était genre blablabla, laser, blablabla, bouclier. Bref, l'offensive de l'Empire se rapproche de la base rebelle. On voit pour la première fois les fameux AT-AT. Fun fact, ils ont été inspirés de véhicules amphibies par Joe Johnston. Pour le son qu'ils ont utilisé, il s'agit en fait d'une presse métallique. Malgré qu'ils ont l'air de chameaux métalliques et sont très menaçants par leur stature, il y a des ingénieurs qui se sont penchés sur le design des AT-AT et le AT-AT a été montré comme étant vraiment pas un bon design et surtout pas optimisé pour le combat. D'ailleurs, c'est ce qui arrive dans le film aussi, les rebelles se rendent compte qu'ils peuvent utiliser le câble qui sert de hitch pour les enrouler autour des pattes et les faire s'écrouler au sol. Tu parles d'un mauvais design. En réalité, il y a une raison pour tout ça. Lucas avait besoin que les AT-AT soient assez grands pour que les speeders puissent passer entre les jambes. Ils ont aussi fait en sorte que le modèle réduit d'une hauteur d'environ 2 pieds, puis un espace de 2 pouces entre les jambes pour pouvoir permettre aux animateurs de passer les mains pour faire l'animation. Autre fun fact aussi, pour filmer les AT-AT, ils ont évidemment utilisé des modèles réduits pour le paysage de Hoth. Les animateurs avaient ce qu'on pourrait appeler des trappes dans le plancher, dans le décor, pour que les animateurs viennent bouger les modèles réduits sans laisser de traces derrière eux. Pour en revenir au film, Luke va être atteint et va crasher dans la neige. Il va sauver son sabre laser et lui-même, mais pas son compagnon. Au dernier moment, alors qu'une patte de AT-AT écrase son vaisseau, c'est quand même pas ça qui va l'arrêter parce qu'il va utiliser son grappin pour se housser sous le ventre du AT-AT. Il va ouvrir avec son sabre laser le dessous, balancer une grenade là-dedans. Fun fact, ils ont utilisé le stop motion et dessiné la corde sur le plan où Luke se hisse. Le plan suivant où on le voit sous la machine alors qu'il lance une grenade a vraiment été fait en studio et le dessous, le ventre sur AT-AT a été construit en studio pour ce moment-là précisément. La scène fait penser un peu à Legolas qui tue un olifant à lui seul dans Return of the King. Bref, Darth Vader finit quand même par atteindre la base rebelle. Fort heureusement, Han Solo était encore là et vient tout juste de réparer le Faucon Millennium. Ça tombe-tu bien? Fidèle à son habitude, le vaisseau de Han a encore l'air de la pire vidange de l'histoire. Et il réussit quand même à se sauver avec la princesse Leia en laissant Luke derrière. Il est pas mal pris pour autant parce qu'il s'enfuit lui aussi, mais dans son X-Wing de son côté, le Faucon Millennium a de la misère à passer en hyperspace pour se sauver. Il réussit quand même à passer entre les Star Destroyers. Fun fact, là, le réalisateur raconte que les fameux Star Destroyers qui se rentrent dedans servent à donner un ordre de grandeur au vaisseau. Comparé au Faucon qui est agile et qui se faufile, les Star Destroyers sont l'équivalent du Titanic devant l'iceberg. Bref, malgré les calls de Han Solo trop confiants, The possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720 to 1. Never tell me the odds. il va quand même réussir à réparer son vaisseau avant de se lancer dans un champ d'astéroïdes malgré les avertissements de C-3PO. Le contrebandier réussit quand même à s'enfuir dans un astéroïde en faisant crasher ses poursuivants et nos héros vont finir par se cacher dans une caverne. Encore une fois, petite tension romantique entre Leia et Han. Au même moment, Luke crache dans un marais de Dagobah. Une chance que R2-D2 est un petit druide que rien n'arrête parce qu'il va être son seul compagnon sur cette étrange planète. Pour Kershner, cette scène était une bonne occasion de mettre l'avant le travail de concepteur sonore qui doit créer toute l'ambiance sonore de cette nouvelle planète. Retour à Darth Vader qui est dans sa salle de méditation et qui se fait déranger par l'admiral qui l'avise qu'ils ont perdu le Faucon Millennium dans le champ d'astéroïdes. On va pouvoir voir ces fameuses cicatrices sous le casque pour la première fois dans un film. Par contre, M. Darth Vader n'est pas très impressionné et ordonne qu'on retrouve le vaisseau. Gros vibe de Doofy dans Scary Movie ici. I said don't disturb you, I'm cleaning my room! Dans le Faucon Millennium, on se rend compte que les choses ne tournent pas rond et qu'on va devoir réparer encore le vaisseau. Tu parles d'une vidange de l'espace.
Sur Dagobah, Luke se fait surprendre par une drôle de créature verte que Lucas va comparer à une grenouille magique. Vous aviez compris qu'on parle de Yoda, vous m'excuserez de péter la magie, mais ça serait un peu weird de faire semblant qu'on sait pas c'est qui rendu là. Faites juste vous dire que quand le film est sorti, c'était pas aussi évident. Bref, la créature Yoda lui propose son aide à trouver un fameux guerrier, mais finalement est plus intéressée par la boîte à lunch de Luke. Quand même pratique que Luke ait pensé à amener son TV dinner sur Dagobah. La fameuse créature verte dit à Luke qu'elle va pouvoir l'aider à retrouver Yoda s'il le suit. Paraîtrait que la raison pourquoi les enfants aimaient autant Yoda de Empire, c'est parce qu'il agit beaucoup comme un enfant. Fait qu'être parent d'un toddler, j'avoue qu'il y a des similitudes. De retour dans le Faucon, tout le monde s'affaire à réparer le vaisseau. Kirshner parle de cette scène comme un moment romantique, mais Anne plus ou moins force kiss la princesse Léa dans le placard. Il a quand même l'air d'avoir du consentement de la part de Léa, mais bon. Pour Kirshner, c'est pratiquement comme avoir une scène de sexe étant donné la nature super prude de Star Wars à ce stade-ci. Pendant ce temps, côté de l'Empire, on peut enfin voir l'Empereur en hologramme qui apprend à Darth Vader qu'il croit que Luke est le fils de Anakin Skywalker et qu'ils vont devoir le corrompre au côté obscur de la Force. Dans la maison de Yoda, Luke perd patience et pour être honnête, j'aurais fait pareil, il est un petit peu gossant, là, la grenouille magique. Je ferais pas un très bon Jedi. Bref, Obi-Wan utilise sa voix de Force Ghost et pour dire à Yoda qu'il va devoir apprendre la patience à Luke. Petit va-et-vient entre Yoda et Obi-Wan, Yoda va finir par accepter d'entraîner Luke. Dans l'espace, l'Empire tente toujours de retrouver le Faucon Millennium. Faut croire que c'est l'armée la plus incompétente de la galaxie. Dans le Faucon, Léa va faire le saut quand une créature va attaquer le windshield du Faucon Millennium. Anne, Léa et Chewie vont sortir pour voir ce qui se passe. Ils vont se rendre compte qu'il y a des Zubats, comme dans n'importe quelle caverne dans Pokémon. Anne se rend compte que quelque chose n'est pas normal quand la caverne où il s'était réfugié commence à bouger. Ils vont réussir à se sauver à la dernière minute de la géante Dick de l'espace dans laquelle ils se cachaient. The cave is collapsing. No cave. Fun fact, en fait, pour tourner cette scène-là, il y avait vraiment une marionnette qui servait pour le verre de l'espace et on a tout simplement rajouté le Faucon Millennium en post-prod par-dessus. De retour sur Dagobah, Luke fait des front flips avec Yoda sur le dos qui lui fait des speeches de ne pas succomber au côté sombre. Pour Lucas, c'était vraiment le moment de faire l'exposition sur la Force. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Puis comment ça influence l'histoire aussi autour? Bon, ça tombe bien parce qu'ils sont devant une grotte qui attire beaucoup de côtés sombres de la Force, genre de bad vibes, bref. Yoda demande à Luke de s'y rendre et c'est ce qu'il va faire. Dans la grotte, il va tomber nez à nez avec Darth Vader, mais dans un combat au laser pas tant excitant en slow motion. Luke va y popper à la tête, mais la tête va se révéler être le visage de Luke. Tout un training. Mais c'est aussi un petit peu une séquence de rêve en quelque sorte. Là. C'est une séquence quand même intéressante. Pendant ce temps-là, sur le Star Destroyer, Darth Vader se décide à engager des chasseurs de primes parce qu'il y en a plein le cul, des losers de l'Empire qui lui servent d'armée. Drôle de moment, l'admiral annonce qu'ils les ont retrouvés. Bon, enfin. Le Star Destroyer fait l'équivalent d'un porte-avions avec le Faucon qui a l'air d'une petite chaloupe en avant. Là. 1300 canons plasma, pas foutu d'abattre le Faucon. On se demande comment l'Empire a réussi à fonctionner avec des débiles pareils. Évidemment, ils vont encore une fois perdre le Faucon Millennium. On revient à Luke qui tente de sortir son X-Wing avec le pouvoir de la Force. C'est dans cette scène-là que Yoda sort son fameux « Do or do not. There is no try. » Fun fact, Mark Hamill n'entendait pas la voix de Yoda quand il tournait les scènes, il avait seulement la voix des marionnettistes lorsqu'il pratiquait la scène, mais au moment de tourner, il devait laisser de longs silences, en plus d'avoir simplement personne pour se faire donner la réplique. Bref, Luke ne réussit pas et accuse Yoda de demander l'impossible. C'est là que Yoda tombe en mode « Hold my beer » et va sortir le X-Wing du marais par la force. Grosse démonstration à savoir c'est qui a les cojones ici et surtout montrer à Luke qu'il doit lui faire confiance parce que manifestement Yoda sait de quoi il parle quand il veut lui enseigner comment se servir de la force. Que Yoda sort le X-Wing avec les pouvoirs de la force, grosse réplique à la fin.
I don't believe it. That is why you fail. Du bord de Darth Vader, il est en train de choquer son admiral avec la force. Il doit avoir un pas pire roulement de personnel dans cet équipage-là. On nous révèle que le Faucon Millennium est caché directement sur le Star Destroyer. Han a le merveilleux plan de décrocher au même moment que le vaisseau de l'Empire dump ses vidanges dans l'espace. Pas très écologique ce maudit empire-là. Le plan de Han fonctionne et il décide de se rendre donner visite à son ami Lando, un gars pas fiable mais qui aime pas l'Empire lui aussi. On va remarquer que le Faucon est suivi par un vaisseau qui s'adonne à être lui aussi dans les vidanges de l'espace. Bref, ils se rendent sur Bespin, Lando les accueille, mais on voit bien que quelque chose cloche quand C-3PO entre dans une pièce et se fait gonner au plasma. Petite parenthèse, lorsqu'ils atterrissent sur la plateforme, de la vapeur sort du Faucon Millennium. Kirchner en parle comme quelque chose de pas logique, mais qui servait à rendre le vaisseau un peu plus vivant et donc donner un peu de vie au décor, parce que si vous regardez bien, c'est rempli de matte painting. Mais pour lui, c'était comme un petit peu un non-sens qu'un véhicule qui est assez poussé technologiquement pour voyager à travers l'espace produit autant de vapeur lorsqu'ils atterrissent. Au même moment, sur Dagobah, Luke ramasse ses affaires et s'apprête à partir pour rejoindre ses amis parce qu'il a appris qu'ils étaient en danger. Yoda et le fantôme de Obi-Wan le prévient qu'il n'est pas encore prêt à affronter Vader et qu'il doit compléter son entraînement. Sans étonnement, il choisit d'aller aider ses amis en disant plus ou moins un genre de « Ben non, je vais être correct ». C'est aussi là que Yoda va dire qu'il en a un autre. Pour Lucas, c'était une façon de détourner l'attention. On se met à douter que Luke est vital au dénouement de l'histoire, en plus de plugger des choses qui finiraient dans la suite. Pour Kirchner, c'est aussi un moment très humain, c'est un conflit moral qui drive l'histoire. Fait que c'est un peu quelque chose qui revient tout le temps avec lui, là. Lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment les personnages. Sur Bespin, Chewbacca retrouve les pièces de C-3PO et s'occupe de les ramener à Han et Leia. Étrangement, ils se posent pas trop de questions sur qu'est-ce qui est arrivé au robot. Ils se font interrompre par Lando qui les invite à sa table. En chemin, ça jase de guilde minière. Kirchner parle des décors comme étant l'élément futuristique, mais explique que les costumes sont quand même accessibles pour le spectateur moyen. Selon lui, c'est ce qui fait que tout fonctionne visuellement, au contraire d'une même scène où on aurait des personnages costumés à la Flash Gordon avec des vêtements argentés. Pour en revenir au film, au moment où la porte s'ouvre sur la salle de dîner, on se rend compte que c'était un piège. Darth Vader est déjà là, l'Empire est arrivé avant eux et Lando n'a pas eu le choix de passer un accord. Han va essayer de gonner Darth Vader au plasma, mais évidemment, Vader va pas se faire tuer par Han Solo et il va dévier les tirs. Les Stormtroopers emportent nos personnages. Chewbacca va se faire enfermer avec les morceaux de C-3PO et va tenter de les remettre en état de marche pendant que Han se fait torturer. Ils vont quand même être tous réunis et Lando va leur annoncer que Han va être livré à Jabba the Hutt et que Vader est intéressé seulement par Luke. Ses amis vont alors apprendre à ce moment qu'ils sont là-bas dans le piège de Vader pour le capturer. Grosse scène qui suit, c'est la scène où Han va être congelé dans la carbonite. Faut dire, les décors sont iconiques de Empire et pour être honnête, je pense que c'est probablement le meilleur set de toute la franchise. Chewie va tenter de se battre, mais Han va lui dire de prendre soin de la princesse pendant son absence. Pour Kirchner, c'était une belle démonstration que tout ce qui importe pour Han, c'est Leia. On a droit au fameux échange entre Leia et Han. I love you. I know. Dans les commentaires audio là, de Empire, Kirchner capote encore sur comment ils ont trouvé la réplique. Je lui donne les crédits et s'est battu pour garder la fameuse réplique et force est d'admettre qu'il avait raison. Han est descendu dans le pit où il va être congelé. C'est comme pas trop clair pourquoi ils choisissent de faire ça, mais bon, ça fait cool. Boba Fett peut maintenant l'amener à Jabba the Hutt. Luke est maintenant dans la cité de Bespin. Le plan marche comme sur des roulettes et Luke va finir nez à nez avec Darth Vader. Côté visuel, c'est probablement un des plus beaux duels qu'on a eu droit dans tous les films, trilogie confondue. Les décors sont super beaux avec le contraste entre la lumière bleue en background et la lumière orange de la plateforme. Avec l'ajout de la vapeur, paraîtrait que c'est une façon d'illustrer l'enfer. Bon, pas trop sûr de ça, mais ça sort super bien visuellement.
Pendant que le combat commence, on voit Lando qui reprend le contrôle alors que ses gardes libèrent Leia et Chewie. Ils vont tenter de sauver Han avant qu'ils ne partent dans le vaisseau de Boba Fett, mais c'est peine perdue, ils arrivent trop tard. Boba Fett s'envole à partir de son vaisseau, le Slave One. Luke est toujours en train de se battre contre Vader. Vader, qui est pas trop stressé et tente de le convaincre de libérer sa rage, a.k.a. s'abandonner au côté sombre, chose qu'évidemment Luke ne fera pas. Vader se met alors à lui balancer des trucs en pleine gueule avec la force, ce qui va faire tomber Luke sur une passerelle plus bas. Pendant ce temps, Lando tente d'évacuer sa ville minière, sauve nos héros et tue quelques Stormtroopers en cours de route. Mais ça, c'est pas si dur que ça parce que les Stormtroopers sont fucking poches. Ils vont réussir à se rendre au Faucon Millenium et s'enfuir à bord. Luke, toujours dans son combat contre Darth Vader, va être sur la passerelle qui surplombe un exhaust de quelque chose. Grosse job de matte painting ici. La passerelle était vraiment pas si grande que ça, puis c'est vraiment avec les matte painting puis le compositing que le décor a l'air aussi grand. Vader va prendre le dessus sur Luke en lui tranchant la main. C'est là que Vader va lui faire son meilleur speech de vente sur le côté sombre, et c'est là aussi qu'on a le droit au plus gros plot twist de l'histoire. No. I am your father. Fun fact, seulement Mark Hamill savait pour la réplique. L'acteur qui faisait Darth Vader ne faisait pas la voix, donc les dialogues étaient refaits en post-prod. Kushner s'est donc arrangé pour que les mouvements fonctionnent pareil, et c'est en salle que le cast a appris la plot twist. Bref, Luke refuse de se joindre au côté sombre et préfère se jeter dans le vide. C'est comme pas clair si Luke préfère se tuer ou s'il pensait vraiment s'en sortir, mais l'important c'est qu'il finit par tomber dans un exhaust et se retrouve à l'extérieur, suspendu à une antenne. Il utilise la force pour appeler au secours. Leia va sentir que Luke est en danger et le Faucon Millenium va faire demi-tour pour aller sauver Luke. Ils vont réussir à se sauver des TIE Fighters qui se lançaient à leur poursuite, et décidément, l'Empire est vraiment à chier. Le Faucon tente de passer en hyperspace, mais l'Empire a trafiqué le vaisseau. En attendant que le Star Destroyer puisse les remarquer, Vader utilise la force pour parler à Luke. Comme vous savez, l'Empire est tellement mauvais, Chewie réussit à réparer le vaisseau et le Faucon s'enfuit en hyperespace en laissant l'Empire derrière lui. Le film se conclut sur l'équipe qui se prépare dans le but de retrouver Han. Chewie et Lando quittent dans le Faucon alors que Luke, Leia, C-3PO et R2-D2 restent avec les rebelles en attendant le signal d'aller sauver Han. On voit aussi tous les vaisseaux des rebelles, fait que tout s'enligne pour le prochain film, et c'est comme ça que Empire prend fin. J'ai vraiment aimé replonger dans Star Wars pour couvrir Empire. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance quand je louais des VHS pour écouter les films en vacances. Évidemment, le réécouter aujourd'hui dans sa version 4K restaurée, c'est du bonbon. J'en parle pas tout le temps, mais quand on écoute un film dans sa meilleure version possible, ça rend juste l'écoute plus agréable et la restauration est top-notch sur la version que j'ai écoutée. Je pense aussi que ça rend justice au film dans le sens où on voit bien le travail apporté au costume, au décor et toute la direction artistique. Bref, comme vous avez pu remarquer dans le résumé, le scénario est bien, loin d'être parfait par contre, mais c'est pas grave parce que le but de Star Wars, c'est d'être un space opéra avec ses figures tragiques et doublées d'effets visuels inédits à l'époque. Je pense que c'est bien la raison du succès de ces films-là. Le public était émerveillé de voir certains effets pour la première fois à l'écran. Pas pour rien que Lucas a agrandi sa compagnie ILM pour la cause. Il y a un mélange de visuels créé par McQuarrie, les effets spéciaux innovants d'ILM, le sound design qui a su créer l'ambiance de planètes lointaines et de duels de sabres laser, la musique excellente toujours de John Williams, les costumes qui ont marqué les esprits, mais surtout la vision de Lucas et de Kushner. Kushner raconte d'ailleurs que Lucas est venu visiter quelques fois pendant le tournage, mais dans l'ensemble, il lui laissait le contrôle sur la réalisation, ce qui est quand même gros. Bref, The Empire Strikes Back, c'est un incontournable du cinéma et il vieillit toujours aussi bien avec un petit coup de pouce de restauration de temps à l'autre. J'espère que vous avez aimé l'épisode, j'ai mis beaucoup de travail, mais je sentais que j'avais le devoir de prendre ça sérieusement et vous donner un épisode à la hauteur de Empire. Au prochain épisode, on couvre le dernier épisode de la première trilogie avec The Return of the Jedi. En attendant, soyez prudents et n'oubliez pas de ne jamais tomber du côté sombre.